Il y a quelques années, je vous dirais il y a 3 ou 4 ans, je sais plus tout à fait. Je suis ravie de revenir ici, même si les conditions n'étaient pas idéales pour les horaires. Donc je vais essayer de vous présenter, d'abord j'ai apporté quelques cartes qui d'ailleurs sont celles de l'Atlas, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Une sorte de panorama de ces migrations dont on parle beaucoup. Oh là. Il est bon, c'est bon, ça marche. Non, ça marche. Qui sont à la fois un sujet mondial, c'est aussi un sujet européen, c'est un sujet national, c'est parfois un sujet local, et c'est surtout un sujet qui va accompagner tout le XXIe siècle. On est dans une période de grande mobilité, le monde bouge, beaucoup plus qu'il n'a bougé dans le passé, et il va continuer à bouger, quelles que soient les politiques migratoires qui seront mises en œuvre. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de vous expliquer, en m'apesantissant peut-être un peu plus sur la crise actuelle de l'accueil des réfugiés à laquelle l'Europe est confrontée, mais aussi à d'autres sujets qui peuvent vous intéresser dans certains recoins du monde, puisque ça fait longtemps que je travaille là-dessus et je peux également en parler, puis aussi à des sujets autres que celui des flux, qui est plutôt le sujet de cette soirée. On peut aussi parler des sujets de l'intégration, du vivre ensemble, de la nationalité, de l'islam, de tout ce qui peut vous intéresser concernant ce sujet, puisque j'ai aussi travaillé sur ces thématiques. Alors tout d'abord, pour commenter quelques cartes que j'ai apportées, je voudrais juste donner cette représentation des migrations. Aujourd'hui, le monde bouge. Le monde bouge, mais modérément quand même. On n'a que 3,5% de la population mondiale qui est en situation de migration internationale. Il y a une définition très précise du migrant international, c'est quelqu'un qui est né dans un pays et qui vit dans un autre pays que celui où il est né. Donc c'est une définition mondiale qui est celle du département de la population des Nations Unies. Et si on prend cette définition, qui est une définition que tous les pays ont dans leur comptage des migrations, on a 244 millions de migrants internationaux sur 7 milliards d'habitants de la planète. Donc c'est pas beaucoup, c'est 3,5%, auxquels s'ajoutent 740 millions de migrants internes, c'est-à-dire des gens qui sont migrants dans leur propre pays. Donc si on ajoute l'un à l'autre, on a 1 milliard de gens qui sont en situation de mobilité. Et par exemple, rien qu'en Chine, on a 240 millions de migrants internes. Donc on a autant de migrants internes en Chine que de migrants internationaux à l'échelle de la planète. Pour vous donner un peu un ordre de grandeur de comparaison. Alors ce qu'on voit sur cette carte, c'est qu'il y a des quantités de lieux d'où on vient, où on va, et aujourd'hui il y a très peu de régions du monde qui sont épargnées par la situation migratoire. On est dans un monde où, dans le passé, on avait quelques pays de départ, quelques pays d'accueil. Aujourd'hui, presque toutes les régions du monde sont concernées, soit par le départ, soit par l'accueil, soit par le transit, soit par les deux, ou les trois à la fois. Il y a beaucoup de pays de départ qui sont devenus des pays d'accueil, c'est le cas de toute l'Europe du Sud, mais aussi de la rive sud de la Méditerranée, le Maroc, la Turquie aujourd'hui, le Mexique, sont des pays de départ qui sont devenus des pays de transit ou des pays d'accueil, comme par exemple la Turquie aujourd'hui. Donc les choses bougent très vite. De même que les migrants, aujourd'hui, il y a tout un débat sur est-ce que c'est des vrais réfugiés, des faux réfugiés, etc., ce qui n'est pas parti à un faux débat, puisque beaucoup de gens sont à la fois souvent des gens qui correspondent à un statut de réfugié, mais qui viennent pour travailler, ou d'autres qui viennent pour travailler, mais qui ne sont pas fondés à demander l'asile, ou d'autres qui sont venus dans le cadre de regroupement familial, mais qui vont entrer sur le marché du travail. Donc les grandes catégories juridiques du passé, qui distinguaient d'un côté les travailleurs, de l'autre les familles, et de l'autre côté les réfugiés, sont un peu bouleversés par les profils qui sont les mêmes aujourd'hui, qui correspondent à 2 ou 3 catégories en même temps. Et bien sûr, le système juridique ne s'est pas adapté à cette réalité. L'autre chose nouvelle de la situation mondiale, c'est qu'aujourd'hui, il y a autant de gens, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir, qui vont vers le sud que vers le nord de la planète. On a en gros 120 millions de gens qui vont vers le nord et à peu près un peu plus de 120 millions de gens qui vont vers le sud de la planète. Donc on n'est pas les seuls, loin de là, à être concernés par les migrations, parce que si on ajoute les migrations sud-nord et nord-nord, on a autant de migrants que les migrations sud-sud et nord-sud.
Donc le Sud est aujourd'hui devenu une importante destination migratoire, non seulement à cause des crises politiques qui amènent des réfugiés du Sud au Sud, mais aussi à cause des déplacés environnementaux, dont on parlera un petit peu. Il y en a 42 millions aujourd'hui, on en prévoit à peu près 150 millions ou 200 millions à la fin de ce siècle, mais aussi d'autres profils de gens qui travaillent du Sud au Sud. Il ne faut pas oublier que les pays du Golfe sont la 3e destination migratoire au monde et reçoivent essentiellement des migrants du Sud, par exemple, de la planète, mais également d'autres migrations de voisinage qui sont des migrations Sud-Sud et puis des pays émergents qui attirent comme le Brésil, comme l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres qui sont aussi des pays d'immigration. Autre caractéristique de cette situation, c'est que la migration, quoi qu'on en dise, elle est structurelle. C'est-à-dire qu'on ne va pas du jour au lendemain dire on ferme les frontières, les gens ne viennent plus. Ça correspond à des transformations profondes des sociétés et de l'organisation du monde et des sociétés d'origine qui font que c'est un phénomène lent et continu, la migration. Aujourd'hui, on a, je vous disais, 244 millions de migrants internationaux, on en avait 77 millions en 1975, donc ça a été multiplié par 4 aujourd'hui en 40 ans, et c'est un phénomène qui va se poursuivre dans les années qui viennent. Donc c'est parce que c'est un phénomène structurel, c'est-à-dire qu'il y a des raisons profondes, structurelles de société de départ et d'accueil qui expliquent la migration. Parmi celles-ci, on a notamment les grandes inégalités du développement humain. Les inégalités du développement humain, c'est des critères très précis qui ont été définis pour essayer de quantifier ces inégalités. Il y a un phénomène d'économie indien qui s'appelle Amartya Sen qui a essayé de définir des critères essentiels. Il en a pris 3 qui sont l'espérance de vie à la naissance, le niveau de vie et le niveau d'éducation. Et donc si on additionne ces 3 critères, on a cette carte et on voit que l'Afrique subsaharienne plonge, si j'ose dire, dans les inégalités du développement humain. En même temps, autre facteur structurel, la démographie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup de pays d'immigration, d'accueil, on a un vieillissement démographique. Et souvent, dans ces pays d'accueil, le seul facteur de croissance de la population, c'est l'immigration. Par exemple, en Europe, si on n'avait pas d'immigration, on aurait une population en déclin et bien sûr en vieillissement accéléré. Donc la migration est un facteur de croissance de la population de l'Europe, des États-Unis et du Japon et de beaucoup d'autres pays qui sont en déclin démographique. Et c'est un phénomène assez généralisé parce que les migrants sont souvent plus jeunes que la population de l'ensemble d'un pays. Déjà, les très vieux mais ils ne sont pas représentés. Et souvent, les gens arrivent donc vers 20 ans, donc on n'a pas le coût de l'éducation primaire, si j'ose dire, qu'on a pour les nationaux. Et donc, aujourd'hui, l'âge médian, c'est-à-dire l'âge qui coupe en 2 parties égales la population, par exemple en France, à votre avis, il est de combien? Il y a autant de gens? Où se fait la coupure entre 2 parties égales de la population? Aujourd'hui, en Europe et en France, d'ailleurs, il est de 40 ans. Dans les années 1950, il était de 28 ans. Donc on a beaucoup vieilli. Au Maghreb, il est de 25 ans. En Afrique subsaharienne, 19 ans. Donc on voit la différence d'âge des populations et donc les populations jeunes, inemployées, de plus en plus urbaines, de plus en plus scolarisées, bougent. Pas uniquement chez nous, mais en général. Autre élément également structurel, les riches et les pauvres. On a des grandes lignes de fracture en termes de richesse et de pauvreté dans le monde, et la Méditerranée est une des plus grandes lignes de fracture du monde, aussi bien en termes politiques, démocratie ou pas, mais aussi en termes économiques, en termes de quantité sociale, la prise en charge ou pas des systèmes de welfare state, etc. Et beaucoup d'autres éléments de fracture. Et donc chaque fois qu'on a des lignes de fracture, on a de la migration parce que les migrants réduisent
par leur mobilité ces grandes lignes de fracture. C'est vrai aussi pour le Mexique et les États-Unis, l'Amérique centrale et le Mexique, etc. Et donc les gens sont rationnels d'une certaine façon dans leur migration parce qu'ils essaient de limiter les lignes de fracture dont ils sont parfois victimes. Mais aussi entre le Japon et des pays qui sont dans des couleurs claires, qui sont au contraire pauvres. Mais souvent les riches des pays pauvres peuvent circuler assez librement parce qu'ils entrent dans les catégories légales de la migration. Si on peut, par exemple, il y a des quantités de pays qui offrent un titre de séjour à des gens qui viennent avec une certaine somme d'argent pour investir, ou qui arrivent, qui achètent un appartement d'une certaine surface, etc. Plusieurs pays européens le font. C'est le cas du Portugal, c'est le cas du Royaume-Uni, du Luxembourg, et de la Suisse et de quelques autres, de l'Irlande. Et donc, on peut avoir un titre de séjour si on est riche d'un pays pauvre, si on peut difficilement avoir un visa. Dans ce cas-là, on en a un. Ou alors, on est très qualifié, dans ce cas-là, on peut venir aussi. Donc, ceux qui viennent illégalement, c'est des catégories plutôt intermédiaires. Les plus pauvres ne bougent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les réseaux d'information, etc. Ils ne peuvent pas économiser suffisamment pour payer les passeurs. Et les plus riches trouvent d'autres moyens pour migrer légalement. Une des plus grandes inégalités aujourd'hui du monde au regard du droit à la mobilité, c'est le pays où l'on est né, c'est le passeport que l'on a. Si on est par exemple britannique ou finlandais, on peut voyager, comme vous le voyez, dans 173 pays sans visa pour 3 mois. Donc vous pouvez être touriste pour 3 mois sans visa dans 173 pays. Pour les Français, je crois qu'on doit être à 171 ou 172. Si vous êtes russe, vous pouvez voyager dans 92 pays. Si vous êtes afghan, une dizaine. Somalien, érythréen, encore moins. Donc la grande inégalité qu'on a aujourd'hui dans le monde, au regard de cette possibilité ou pas de bouger, donc de changer le cours de sa vie par la migration, c'est le passeport. Parce qu'il y a des gens qui doivent fournir des visas pour presque tous les pays où ils se proposent d'aller, si leur pays ou les gens qui y sont considérés comme un risque migratoire. Donc si on est considéré comme un risque migratoire, on a très peu de chances de pouvoir circuler facilement, sans visa, quelle que soit la destination que l'on se propose de prendre. Et certains arrivent à contourner ce problème, notamment en prenant la double nationalité. Par exemple, si vous êtes marocain ou turc, vous avez moins de possibilités qu'un Européen de circuler sans visa dans des quantités de pays. Ceux qui sont nés dans ces pays d'accueil européens, qui ont vécu en général un certain nombre d'années selon les pays, suffisamment pour avoir la nationalité, prennent la nationalité parce que ça leur permet de circuler. Ça, c'est un grand avantage de la citoyenneté européenne, ou de la citoyenneté américaine, ou de quelques autres nationalités. Donc, ceux qui le peuvent, souvent contournent cette inégalité avec la double nationalité. Pour les autres, c'est l'immigration irrégulière. Et aujourd'hui, elle est d'autant plus prospère, on en a parlé quand j'étais venue ici la fois dernière, que les frontières sont fermées. Plus on ferme les frontières, plus on fait prospérer les trafiquants. Parce que les gens ne s'arrêtent pas à la fermeture, c'est pas dissuasif. Ça fait 25 ans qu'on constate que c'est pas dissuasif. On a 30 000 morts en Méditerranée entre 2000 et 2015. On a eu 3 000 morts l'année dernière. On a eu 1600 morts pendant la seule année 2016. Et on est qu'au mois de juin. Donc en fait, la stratégie de dissuasion n'a pas fonctionné. En revanche, ce qui fonctionne bien, c'est l'attraction des passeurs. Et les passeurs s'enrichissent à la mesure de la fermeture des frontières. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc on a plusieurs types de passeurs. On a celui qui achète un Zodiac avec ses copains qui part de la rive sud de la Méditerranée, par exemple d'Algérie, ce qu'on appelle les haragas, les grilleurs de frontières. On a celui qui était pêcheur mais qui finalement gagne plus en faisant passeur. S'il y a une pirogue qui peut contenir 100 ou 200 personnes, parce que là il part du Sénégal, mais essayer d'arriver aux Canaries. Et puis on a des gens qui achètent des vieilles carcasses de bateaux qui partent d'Égypte ou de Turquie ou de Libye. Et là on remplit 500, 700 personnes. Et puis bon an, mal an, soit on fait naufrage, soit on arrive sur les côtes de destination. Et donc là c'est une vraie entreprise de passeurs. Et c'est très difficile de
faire la guerre aux passeurs. Hein. Pendant l'année dernière, quand on a eu tout un débat sur la crise des réfugiés, il y a des gens qui à Bruxelles disaient qu'il faut faire la guerre aux passeurs. On a abandonné le débat. C'est impossible de faire la guerre aux passeurs parce qu'on ne connaît jamais le donneur d'ordre. Souvent, les migrants eux-mêmes ne les connaissent pas, même s'ils les connaissent, ils ne le diront pas. Et puis, ce n'est pas nécessairement là où ils sont partis que se trouvent les grandes organisations de trafiquants. Ça peut être bien en amont. Et donc, faire la guerre aux passeurs. En plus, on ne peut pas intervenir militairement dans les zones de départ. On n'a pas de mandat international pour intervenir dans les zones de départ, ni sur les eaux territoriales de ces pays. Donc c'est un vain mot de dire qu'on va faire la guerre aux passeurs. Autre élément structurel aussi, puisque c'est à répétition, ce sont les crises. L'Europe est entourée, mais le monde aussi, mais surtout en ce moment l'Europe est entourée par des crises politiques au sud et à l'est, qui expliquent la crise dans laquelle on est entré concernant l'accueil des réfugiés. On a eu toute une série de crises dans le passé qui n'avaient pas toujours l'Europe comme point de mire, si j'ose dire, mais aujourd'hui, les crises en Méditerranée, au sud et surtout à l'est, ont produit des flux considérables de réfugiés, puisqu'on a eu, parmi les flux les plus importants, on a 6 millions d'Afghans qui ont quitté l'Afghanistan depuis la fin des années 70, qui sont partis, qui sont revenus, qui reviennent ici puisqu'ils n'ont pas de travail chez eux, donc aucune politique de réinsertion, malgré ce qui avait été annoncé, n'a vraiment donné de résultats. Donc on a à peu près 6 millions d'Afghans qui ont été reconduits, mais qui reviennent vers l'Europe aujourd'hui, pas comme réfugiés, mais comme migrants tout court, ou alors en Iran, ils vont travailler. On a également 5 millions de Syriens qui ont quitté la Syrie. Donc la Syrie, c'est un pays qui a 22 millions d'habitants. Il y a 7 millions de déplacés internes dans leur pays, et il y a 5 millions qui ont quitté le pays. Aujourd'hui, sur ces 5 millions, il y a 3 millions de personnes qui se trouvent en Turquie, 1 million au Liban et 600 000 en Jordanie. Le reste en Europe. Donc en fait, là, c'est vraiment une saignée considérable, si j'ose dire. Puis le reste, ce sont des Irakiens. Ce sont des gens chez qui on a été faire la guerre, d'ailleurs il y a 10 ans, il y a 15 ans, hein. L'Irak, l'Afghanistan, la Somalie aussi, on est allé, l'Érythrée, etc. Tous ces pays qui sont en crise structurelle et donc qui amènent des flux de réfugiés qui ne viennent pas qu'en Europe d'ailleurs, parce que comme on le voit, une partie des Syriens sont allés en Turquie, les Somaliens et les Érythréens ils vont aussi beaucoup au Soudan et en Égypte. Les Irakiens vont aussi en Turquie, etc. Donc l'Europe n'est qu'une des destinations parmi d'autres de ces gens et tous ne viennent pas jusque chez nous. Autre élément tout aussi structurel, la mode, si j'ose dire, de la mobilité. Nous-mêmes, ici, on est des plurimobiles, si j'ose dire. Hein. On est des touristes internationaux. Il y a 1 milliard aujourd'hui de touristes internationaux sur 7 milliards d'habitants de la planète. Un touriste international, c'est quelqu'un qui, au moins une fois dans l'année, on est compté qu'une seule fois, est allé à des fins de loisirs pour une période inférieure à 3 mois dans un pays étranger. Donc on est tous des touristes internationaux, mais ce tourisme international développe lui aussi des formes de mobilité qui deviennent des migrations quand la durée se prolonge au-delà de la période touristique de 3 mois, mais aussi pour s'installer complètement au soleil. Aujourd'hui, l'allongement de la durée de la vie, notamment des Européens, mais aussi des Américains, des Canadiens et de quelques autres, fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont ce qu'on pourrait appeler des jeunes retraités, qui s'installent au soleil pendant le début de leur retraite. Et donc, c'est un phénomène qui est en pleine expansion dans le sud de l'Europe, mais aussi en France. On a beaucoup d'anglais, peut-être dans cette région-ci d'ailleurs, mais aussi en Espagne. Vous en avez beaucoup aussi ailleurs, Portugal, etc., à Malte et ailleurs. Et donc c'est un phénomène en pleine expansion aujourd'hui. On retrouve aussi au Mexique pour les gens qui viennent des États-Unis ou du Canada. D'autres pays expérimentent au Sénégal, en Inde, etc. C'est un phénomène en pleine expansion qui développe cette fameuse migration vers le sud. L'essentiel, ce sont des gens qui vont du sud au sud, mais il y a aussi des gens qui vont du nord au sud, ou alors des gens qui vont travailler aussi au sud, qui sont des qualifiés, qui n'ont pas trouvé de travail chez eux dans la crise européenne, et qui cherchent des activités au sud pour entreprendre.
par exemple des Espagnols qui vont travailler au Maroc, les Portugais qui vont en Angola, etc. Donc le Sud est aussi un terrain d'expérimentation professionnelle aujourd'hui tout à fait intéressant pour pas mal d'Européens, et pas seulement. Autre élément de cette dimension structurelle, c'est l'entrée en mobilité des Européens eux-mêmes. Les Européens, jusqu'en 2004, étaient très peu mobiles. Très peu mobiles malgré le chômage, la crise, etc. qu'on avait déjà connu. On n'avait que 3% d'Européens qui travaillaient dans un autre pays européen que le leur, ce qui était très peu. Aujourd'hui, à la fois grâce aux étudiants qui ont beaucoup accéléré cette habitude de bouger, notamment les programmes Erasmus, qui ne touchent que très peu d'entre eux, malheureusement, mais aussi grâce au fait qu'aujourd'hui, dans des cursus professionnels, on considère que c'est une bonne chose d'aller travailler à l'étranger pendant une partie de sa vie au début professionnelle, et puis aussi grâce aux gens de l'Est qui se sont révélés très mobiles à l'intérieur de l'Europe. Les Polonais, les Roumains ont été les plus nombreux à travailler à l'ouest de l'Europe. On a une sorte de migration, de circulation. Ce n'est pas des gens qui s'installent définitivement parce que les frontières sont ouvertes. Ce qu'on disait la fois dernière quand je suis venue ici, je disais quand les frontières sont ouvertes, les gens circulent. Quand elles sont fermées, ils s'installent. Parce que si les frontières sont fermées, les gens qui ont réussi à passer, ils vont pas prendre le risque de repayer des passeurs et de reprendre la Méditerranée, etc. Donc plus on ferme les frontières, plus on a une installation aléatoire de sans-papiers, et plus on les ouvre, plus on a une circulation migratoire. Et donc c'est ce qu'on constate à l'Est pour les gens qui sont entrés, notamment depuis 2004, dans l'Union européenne. Donc ça c'était une carte sur le vieillissement, mais je voulais juste vous montrer des choses aussi. Dans le contexte, ça c'est beaucoup plus relié à la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on est dans un monde européen où on a, et à mon avis c'est une très bonne chose, libéralisé la circulation pour les Européens. C'est même tellement important que c'est une définition essentielle du citoyen européen. Quels sont les droits essentiels du citoyen européen? La liberté de circuler, de s'installer, de travailler. Et ça c'est un progrès considérable. C'est la région du monde où on est allé le plus loin dans cette liberté de circuler, de s'installer, de travailler et de voter éventuellement aux élections locales si on vit dans un autre pays que celui dont on a la nationalité. Donc là, on a exprimé de façon très approfondie une liberté, qui est la liberté de circulation comme définition du citoyen européen. Donc unique au monde. Mais en revanche, on a fermé davantage les frontières pour les non-européens. Dans un contexte qui était très précis. Et ça, on revient à notre sujet, Schengen, donc 1985. À l'époque, on pensait que ce serait la fin des grandes migrations non-européennes vers l'Europe parce que c'était la crise économique depuis 1974. Et donc il y a eu beaucoup de livres qui étaient sortis sur la fin des immigrés. Et on s'est dit finalement, pour accompagner ce phénomène, si on ferme les frontières, ben, ce sera bien. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir parce qu'ils vont partir chez eux. On pensait qu'il y aurait du retour, ce qui ne s'est pas produit. Donc, non seulement ce n'est pas la fin de l'immigration, mais il n'y a pas eu beaucoup de retour. Deuxièmement, on pensait que les Européens seraient très mobiles à l'intérieur de l'Europe. Ils l'ont été que beaucoup plus tard, en 2004, avec les entrants de l'Est. Mais avant, ils l'étaient peu, pour des raisons diverses. La langue, les qualifications, les reconnaissances de diplômes, etc. Et troisième élément erroné, on a pensé qu'il y aurait une substitution sur le marché du travail des Européens aux non-Européens. Il n'y en a pas eu. Les métiers les plus pénibles, sauf dans des régions vraiment pauvres de l'Europe, sont tenus toujours par des migrants du Sud et pas tellement par des nationaux ni par des Européens. Les 3D, dirty, dangerous, difficult. Regardez autour de vous quand vous circulez, qui passe le goudron, etc., fait ceci ou cela, c'est rarement des nationaux. Donc il n'y a pas eu de substitution. Donc on a construit le système de Schengen sur 3 scénarios qui étaient erronés, qui se sont révélés erronés. Voilà, sur des prévisions, mais les prévisions sont parfois, disons, imprévisibles. Et donc on a construit ce système, et le système il existe toujours, sauf que la réalité elle n'a pas suivi, puisque en fait ces scénarios étaient faux. Donc on est piégé, si j'ose dire, dans ce système qui est assez rigide, et ça a conduit à une sorte d'accélération de la fermeture des frontières qui ne fonctionne pas bien, comme on sait,
avec des systèmes très militarisés de contrôle. Donc les gens qui disent que l'Europe est une passoire se trompent, tout est très contrôlé. Ça coûte d'ailleurs très cher aux contribuables européens, avec une efficacité limitée, parce que c'est pas que le système soit une passoire, c'est que si on ferme ici, les gens ils vont entrer ailleurs. Donc on l'a vu l'été dernier, quand certains pays ont fermé leurs frontières, et bien, il y a eu d'autres postes d'entrée, l'Europe étant facile d'accès. Et donc ces systèmes-là sont très mortifères. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de morts dans l'enclave espagnole de Ceuta et Melilla, mais aussi dans beaucoup d'autres endroits, mais ça n'est pas pour autant dissuasif. Là, c'est une frontière la plus empruntée, avec la crise des réfugiés que l'on a eue, notamment depuis 2-3 ans, puisque c'est par la Grèce que sont entrés, selon le rapport du Haut Commissariat aux réfugiés, l'essentiel des nouveaux demandeurs d'asile. Donc, c'est la frontière soit maritime, où il y a eu beaucoup de morts, dont le petit Aylan de 3 ans, dont la photo a fait le tour du monde, mort sur la plage de Bodrum, mais aussi beaucoup de gens qui empruntent la voie terrestre, qui est cette partie du nord, en fait, de la Grèce, qu'on appelle la Thrace. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, c'est un endroit où il n'y a rien à voir, si je veux dire, sauf des champs d'oliviers, il n'y a aucune attraction touristique, sauf une très belle ville qui s'appelle Edirne. Edirne, c'est donc une ville patrimoniale, patrimoine mondial de l'UNESCO, etc. Et Edirne a été la capitale européenne de la Turquie, quand sa capitale était là, avant que Istanbul ne devienne la capitale, et bien avant Ankara. Et donc cette région, ensuite, est une région qui a été redessinée avec les accords entre la Turquie et la Grèce, en 1923, par Mustafa Kemal, quand il a fait l'échange de population entre la Grèce et la Turquie. Vous vous souvenez peut-être que l'objectif de la Turquie de Mustafa Kemal, c'était d'avoir que des Turcs, et puis de faire repartir les gens qui étaient notamment les Grecs. Et donc les Grecs qui étaient nombreux sur la côte méditerranéenne sont repartis en Grèce, et les Turcs qui vivaient donc en Grèce sont repartis en Turquie. Donc ça concernait des milliers. Moi j'ai connu une femme qui avait été dans ce cas-là. Pour elle, c'était les gens qui vivaient depuis 3000 ans là. Donc vous allez vivre en Grèce, ils avaient toujours vécu en Turquie. Enfin, c'était des histoires invraisemblables. Et inversement. Donc on a fait un échange de population entre les deux pays et, en 1923. Et en revanche, en Thrace, dans cette région-là, pour des raisons qui m'échappent d'ailleurs, et sans doute parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur population, les accords ne s'appliquaient pas. Donc c'est les mêmes gens qui sont des deux côtés. C'est une population turque, et ce qui explique qu'il y a beaucoup de passages, parce qu'ils se connaissent très bien, ils parlent turc, ils parlent turc, ils sont musulmans, mais ils sont devenus grecs, en fait. Et je suis allée dans cette région, c'est assez étonnant, puisqu'on dirait qu'en Grèce, il n'y a que des Grecs et tout. On imagine ça. Donc ça, c'est des Turcs, ils ont leur mosquée et tout, ils vont. Et ils vivent de la vigne et de l'olivier, c'est biblique comme paysage. Et en fait, ils sont cousins avec les gens de l'autre côté qui sont turcs, mais ils s'arrondissent un peu les fins de mois, qui ne sont pas très riches d'ailleurs, en faisant passer les gens. Et donc, il y a énormément de passages des deux côtés, entre la Turquie et la Grèce. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule route, donc qui est barricadée, etc. Mais le reste, c'est un point de passage, ou alors les gens, à la nage, traversent une petite rivière qui s'appelle Negros, et il y a énormément de passages dans cette région. Une fois qu'ils sont arrivés là, ce qu'on appelle la route des Balkans, et ils arrivent donc dans tout à fait le nord de la Grèce, ils essayent de passer en Macédoine, enfin ce qui ne s'appelle pas d'ailleurs la Macédoine, puisque la Grèce, comme vous le savez, a interdit à la Macédoine de porter son nom. Ça s'appelle FYROM, Former Yugoslavian State of Macedonia, et donc la Macédoine qui a fermé ses frontières récemment pour embêter les Grecs. Donc les gens, ils essayent d'aller dans un autre pays de l'ex-Yougoslavie, et ensuite ils essayent de passer soit en Croatie, qui est l'Europe, soit en Slovénie, et ensuite en Autriche, pour éviter aussi la Hongrie qui a fermé ses frontières nationales aux migrants dans la crise actuelle. Donc c'est assez complexe. Et ensuite, soit une fois qu'ils sont en Croatie, ils vont en Italie, soit ils essayent d'aller vers l'Allemagne. Donc c'est ce qu'on appelle la route des Balkans,
Et pourquoi on en a tellement parlé, c'est que beaucoup de ces pays de l'ex-Yougoslavie ne sont pas l'Union européenne, donc selon les routes, les gens se trouvent un peu en Europe, et après ils sont plus en Europe, et après ils sont au nouveau en Europe, etc. C'est assez compliqué. Et donc il y a eu très peu de postes frontières ouverts, et donc on a l'impression d'un flot considérable qui n'est pas lié tellement à la masse de gens qui passent par là, mais le fait qu'il y a beaucoup de postes fermés, donc de temps en temps il y a un flux énorme qui emprunte la voie des chemins de fer, les rails pour aller jusqu'en Europe. Et pourquoi est-ce que les Syriens, notamment, mais pas seulement, les Irakiens, etc., qui sont en Turquie, veulent aller en Europe, alors qu'ils sont accueillis en Turquie, plus ou moins bien, mais accueillis quand même, parce que la Turquie n'a pas signé les accords de Genève, à la différence de tous les pays de la région. Aucun pays du Proche et du Moyen-Orient n'est signataire des accords de Genève sur les réfugiés, qui dit que quelqu'un qui a été persécuté ou qui a une forte crainte de persécution peut recevoir le statut de réfugié en vertu de la Convention de Genève de 1951. Parce que la Turquie a signé, comme tous les pays européens depuis très longtemps, depuis sa création, la Convention sur les réfugiés, mais elle ne l'a signé que pour les Européens. C'était le cas initial de la Convention, c'était la guerre froide, hein, quand on a décidé de la Convention de Genève, et donc le profil idéal de réfugié, c'était le dissident soviétique, si j'ose dire. Et donc, les autres pays européens ont signé l'élargissement de cette convention au monde entier, mais la Turquie non, parce qu'elle était entourée de pays pas très stables, et donc elle est restée à cette définition de la Convention de Genève. Donc la Turquie ne donne pas le statut de réfugié. Il y a l'OHCR, comme elle est signataire de la Convention de Genève, le Haut-Commissariat aux réfugiés est sur le territoire. Il peut donner des statuts de réfugiés, mais au compte-gouttes, mais la Turquie n'en donne pas. Et donc les gens qui sont en Turquie, ils veulent souvent un statut stable, surtout s'ils viennent en famille. Donc ils se disent, en Turquie, on peut avoir un titre de séjour d'1 an à peine, travailler dans des conditions précaires. Si j'ai le statut de réfugié, j'ai un titre de séjour de longue durée dans un pays européen, je peux travailler, je peux le faire renouveler, mon statut, etc. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour ceux qui sont en famille, s'ils y parviennent, parce qu'aujourd'hui, il n'y a quand même pas 50% de gens qui obtiennent le statut de réfugié en Europe, et parmi tous ceux qui sont arrivés, d'avoir ce statut de réfugié. Donc, effectivement, il y a une sorte de fuite en avant dans la poursuite du chemin vers l'Europe. Alors, et en même temps, dans ce contexte toujours structurel, eh bien, l'économie du voyage prospère, notamment en Libye. Parce que la Libye, avant, c'était le filtre des migrations subsahariennes vers l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, la Libye c'est le seul pays du Maghreb, il y a 5 pays du Maghreb, hein, 3 pays, Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie, Libye, et la Libye, c'est le seul pays qui n'est pas un pays d'émigration. C'est pas un pays de départ, c'est uniquement un pays d'accueil, parce que la Libye est peu peuplée, c'est en partie désertique, c'est un pays qui a beaucoup de gaz et de pétrole. Et donc, elle a attiré une main-d'œuvre importante des pays voisins. Donc, vont travailler en Libye, non seulement des Algériens, mais aussi des Égyptiens, des gens du Niger, des gens du Soudan, etc. Et donc, la Libye était le filtre des gens qui voulaient continuer leur chemin vers l'Europe, et elle se faisait payer. M. Kadhafi a été très bien payé en euros pour pouvoir maintenir ces gens-là sur son territoire. Il y avait des camps de rétention. Il y avait également le contrôle des empreintes digitales des demandeurs d'asile qui se faisait déjà en Libye, le système Eurodac, donc dactyloscopie informatisée des empreintes digitales pour ne pas avoir des gens qui tentent sous 2 noms différents mais avec les mêmes empreintes leur asile. Donc tout ce sale travail, si j'ose dire, était fait par la Libye moyennant finance. L'Italie avait même promis, puis finalement il y a eu la révolution en 2011, de construire une autoroute d'Égypte jusqu'en Tunisie, trans-libyenne, en échange du fait qu'elle n'envoie pas de migrants vers l'Italie. Et aujourd'hui, comme c'est un chaos politique total, ben c'est le lieu des passeurs. Comme la Libye a une très grande frontière avec la Méditerranée, ben elle envoie des bateaux soit vers la Grèce, soit vers Malte, soit vers l'Italie, et c'est un lieu de départ extrêmement important. Autre élément de cette crise, donc les morts en Méditerranée, je vous en avais présenté déjà plusieurs, je vous en avais donné quelques chiffres, mais c'est une réalité triste. Ça c'est bien pour montrer un peu les logiques migratoires de cette région.
je reviendrai s'il y a des questions. Je voudrais juste vous donner un aperçu quand même de, si on quitte un peu l'Europe, du monde, puisqu'on n'est pas les seuls à recevoir des flux très importants qui se traduisent par des afflux nombreux. Donc là, on regarde un peu la Russie, je crois qu'on va passer. La Russie, je voulais juste signaler une chose, c'est que ce qu'on ne voit pas, parce qu'on a dit aujourd'hui dans cette crise que l'Allemagne était très, très généreuse dans l'accueil des réfugiés. Madame Merkel a annoncé en septembre dernier que l'Allemagne était prête à accueillir 800 000 demandeurs d'asile. Il ne faut pas oublier qu'elle avait déjà une expérience, si j'ose dire, dans ce domaine, parce que depuis 1945, en Europe, l'Allemagne a accueilli les 3/4 des demandeurs d'asile qui se sont présentés en Europe, première chose. Deuxièmement, en 1989, c'est ce que représente cette carte. En 1989, l'Allemagne a accueilli non seulement l'essentiel, il y avait 500 000 demandeurs d'asile en Europe chaque année, après la chute du mur de Berlin, qui venaient surtout des pays de l'Est parce qu'ils avaient été persécutés dans des conditions diverses. Et donc, l'Allemagne a accueilli les 3/4 de ces gens-là dans cette période. Et outre ces demandeurs d'asile, elle a accueilli des travailleurs qui venaient illégalement travailler en Allemagne, comme les Polonais, mais elle a accueilli aussi des Allemands ethniques. Et c'est ce que représente cette carte, c'était des Allemands d'origine, comme c'est le cas d'ailleurs de ma famille, des Allemands d'origine qui vivaient en Russie et qui sont partis pour 2 millions en Allemagne. Donc 2 millions d'Aussiedler, d'Allemands de l'extérieur, qui se sont installés, puisque les frontières se sont ouvertes, le rideau de fer s'est ouvert, donc 2 millions d'Allemands se sont installés en 1989 en Allemagne. Donc elle a doublé le nombre de ces nouveaux venus en un an. Elle est passée de 5 millions d'étrangers à 10 millions de nouveaux arrivants, étrangers plus allemands de souche, si j'ose dire, mais qui étaient quand même considérés comme des Russes, parce que souvent ils ne parlaient pas très bien l'allemand, et qu'ils n'avaient jamais vécu en Allemagne. En fait, l'Allemagne n'existait pas quand ils avaient quitté le pays. Donc, il faut bien signifier cet aspect-là, parce que c'est pas nouveau que l'Allemagne accueille massivement des réfugiés. D'autre part, la France, donc là, je voulais vous montrer 2-3 choses. Là, c'est le phénomène des fameux Anglais qui s'installent chez nous, ce qui est d'ailleurs assez bien vu dans beaucoup de villages quand ils sont en situation de dépopulation, mais on a beaucoup d'autres exemples en Europe du même genre. Là, c'est d'autres formes d'installation. Les régions d'accueil de l'immigration non britannique, qui sont surtout des régions industrielles, d'anciennes régions industrielles. Il faut oublier que la France est le premier, le plus ancien pays d'immigration en Europe. Le plus ancien, aujourd'hui, elle est le 5e seulement en termes de chiffres. Mais c'est plus ancien parce que la France a connu, par rapport à ses voisins européens, un phénomène de déclin démographique plus tôt. C'est-à-dire que le déclin démographique en France a commencé à la fin du XVIIIe siècle. Fin du XVIIIe siècle. Et donc, on a eu 2 révolutions industrielles au XIXe siècle, et à un moment où il y avait une croissance économique colossale, notamment sous la période de Napoléon III, puis après, pendant les 30 Glorieuses, 1945-1975, on manquait de main-d'œuvre. Et donc, ça explique que l'immigration soit venue plus tôt en France que dans d'autres pays européens. Certains étaient d'ailleurs encore des pays de départ, comme l'Italie. Et donc, la France a eu un apport d'immigration à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. Là, on a à peu près 300 000 étrangers en France dans le recensement de 1851. On a 1 million déjà d'étrangers en France en 1900, 3 millions d'étrangers en France en 1930. Et aujourd'hui, on est à 3,7 millions, donc on n'a pas beaucoup bougé en chiffres. Alors que les autres pays européens ont connu leur essor migratoire beaucoup plus tard. Pour beaucoup, c'est le cas de l'Allemagne, du Benelux, et après la Deuxième Guerre mondiale. Et pour d'autres, c'est encore plus récent, comme les pays d'Europe du Sud, qui étaient encore des pays d'émigration vers la France, comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, qui est encore la première nationalité en France, par exemple. Donc on a une ancienneté par rapport au phénomène migratoire très particulière parmi les autres pays européens, même si beaucoup de Français ne s'imaginent pas, ne se représentent pas la France ainsi. Alors là, c'était juste pour montrer les points d'entrée, mais je ne vais pas insister. Juste les Maghrébins, puisque l'essentiel de la migration en France, c'est les 3 nationalités du Maghreb.
en nationalité, la plus nombreuse, c'est les Portugais, mais si on ajoute les 3 nationalités du Maghreb, c'est la présence la plus importante en France à cause du passé colonial français. Et donc cette population, elle est installée essentiellement dans les grandes régions industrielles de France, puisqu'elle est venue comme main-d'œuvre essentiellement dans les années de croissance, les 30 glorieuses, et donc c'est une immigration de travail non qualifié initialement, et de culture musulmane. Là, je vais vous montrer juste Londres, puisque Londres, c'est la capitale la plus cosmopolite de l'Europe. Il n'y a que 35% de la population londonienne n'est pas britannique, donc c'est un record, si j'ose dire, européen. D'ailleurs, maintenant, on a un maire d'origine pakistanaise qui symbolise bien l'évolution de cette ville extrêmement cosmopolite, mais de plus en plus, les grandes capitales du monde deviennent des capitales très cosmopolites. C'est le cas aussi de New York, que je ne vais pas vous montrer, mais j'aurais pu vous montrer. Là, je voulais juste montrer combien la mobilité en Europe avait changé. Par exemple, au Royaume-Uni, où on était dominé par une immigration indo-pakistanaise, aujourd'hui, la première nationalité, ce sont les Polonais. Et en Irlande, la deuxième nationalité, ce sont les Polonais. Donc c'est quand même très important. Si vous prenez l'Europe du Sud, on a le même phénomène. La première nationalité aujourd'hui en Italie et en Espagne, ce sont les Roumains, par exemple. Donc on a eu une très grande mobilité de ces deux pays, parce que c'est les pays les plus peuplés, tout simplement, de l'Est, et parmi les plus pauvres, avec une masse paysanne importante, et donc une forte propension à la migration. Et puis d'autres, les spécificités, chaque pays européen, et c'est ce qui rend difficile la construction d'une politique européenne, chaque pays européen a ses migrants, parce que chaque pays a son histoire, très différente de celle du voisin. Par exemple, les Albanais, en France, on n'en a pas beaucoup, ils sont quasiment qu'en Italie et qu'en Grèce, par exemple. Alors qu'au Portugal, on a une migration d'anciennes populations de langue portugaise, qu'on appelle les PALOP, pays d'origine et de langue portugaise, et qu'on ne voit pas ailleurs, les gens du Cap-Vert, des Mozambique, Angola, de Saint-Tomé, tout ça, on ne les a pas beaucoup en France. Donc chaque pays a sa spécificité. Et c'est aussi vrai de l'Europe du Sud, qui pourtant n'est entrée que depuis 20 ans dans cette catégorie de pays d'immigration, parce qu'autrefois c'était des pays de départ. Malgré tout, ils ont une grande diversité de physionomie. Et puis les Roms, qui est un sujet très important. On a un peu oublié les Roms avec la crise des réfugiés, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne soient pas là. Ils sont très mobiles à l'intérieur de l'Europe, ils sont très nombreux dans les pays de l'Europe de l'Est, notamment la Roumanie, c'est 2 millions, donc 10% de la population en Roumanie, 10% de la population en Bulgarie, ils sont à la tour de 7% en République tchèque, en Slovaquie, dans les pays de l'ex-Yougoslavie. Et donc c'est un sujet très important en Europe, dans un contexte où on a une volonté politique européenne relativement limitée de changer de registre en termes de politique à leur égard, et encore plus de la part des pays de départ. Et donc là, je voulais juste vous montrer des frontières aussi géopolitiques que les nôtres. On a la Méditerranée, mais eux, ils ont la frontière avec la Chine. D'un côté, on a un pays vieillissant avec beaucoup de richesses du sous-sol, et de l'autre côté, on a un pays très peuplé qui regarde les richesses qui sont de l'autre côté. Donc, bien sûr, ça crée de la migration. Et la migration chinoise est la plus crainte, si je veux dire, par les Russes, puisque là, il y a un vrai affrontement en termes de population, alors qu'ils ont ouvert leur libre circulation avec les pays de l'ex-Union soviétique. Les pays pour travailler, l'immigration est libre dans l'Asie centrale et le Sud-Caucase vers la Russie. Comme vous le voyez là. Je vais juste montrer 2-3 choses rapidement. Juste faire une petite allusion, je voulais vous montrer pour le Proche et Moyen-Orient, les zones de crise, les chrétiens d'Orient, qui sont aussi des populations, beaucoup sont partis déjà dans ces contextes de crise. La Turquie, donc la Turquie, grand pays de départ, puisque la Turquie est un pays où c'est le plus grand pays d'immigration en Europe. Aujourd'hui, on a 4,5 millions de Turcs en Europe. Donc la population la plus nombreuse parmi les non-européens, c'est les Turcs. Et en même temps, c'est un pays qui a ce qu'on appelle un solde migratoire négatif. C'est-à-dire qu'il y a moins de Turcs aujourd'hui qui vont en Europe que de Turcs qui
qui sont installés en Europe qui retournent en Turquie. Ils sont plus nombreux à retourner. Donc la Turquie négocie, dans l'accord qui a été signé récemment avec l'Union européenne, qui demande à la Turquie de garder chez elle l'essentiel des Syriens, en gros, la Turquie a demandé, elle a raison de le demander d'ailleurs, la suppression des visas, liberté de circulation pour les Turcs, parce qu'il n'y a plus de risque migratoire. Il y a peu de Turcs qui viennent aujourd'hui s'installer en Europe, il y en a beaucoup qui sont déjà installés, mais peu qui à nouveau viennent. Donc elle a demandé suppression des visas, 6 milliards d'euros pour s'occuper des Syriens qui sont sur son territoire et autres réfugiés, et elle a demandé la reprise des négociations de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne et en échange du contrôle des frontières. Et pour l'instant, ça a l'air de fonctionner, puisqu'on a de moins en moins de passages entre la Grèce et la Turquie par les îles, et il y en a d'autres par la région que je vous ai indiquée. Et puis pour le reste, à nouveau, l'Italie est concernée de plein fouet par les nouveaux arrivants, et notamment par ceux qui viennent de la rive sud de la Méditerranée. Alors ça, c'est les Kurdes, hein, qui sont rentrés en grâce depuis qu'ils combattent Daesh. Et puis là, comme je vous disais, le Golfe, qui est une très grande région, la 3e région d'immigration au monde. Et là, 6 millions de Palestiniens en dehors de chez eux. Vous voyez, là aussi, c'est des chiffres considérables. Voilà. Et puis, donc, d'autres facteurs de migration, comme par exemple les déplacés environnementaux. Le pays le plus menacé au monde, c'est le Bangladesh. Le Bangladesh, c'est un pays qui est menacé par la fonte des glaciers de l'Himalaya, qui se jettent dans les grands fleuves, qui sont le Gange et le Brahmaputra, et donc qui font le détroit et la capitale. Et donc les populations les plus pauvres habitent dans ces terres inondables. Donc on a eu déjà des milliers de morts à plusieurs reprises, et l'Inde a construit un mur de 4000 km le long du Bangladesh pour éviter les arrivées de population, parce que le Bangladesh, qui nous paraît tout petit, c'est quand même 150 millions de personnes. Donc voilà, c'était toute cette région, c'est la région la plus peuplée du monde, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est pas l'Afrique la plus peuplée. De très loin, c'est l'Asie, avec des géants démographiques. Les Philippines, qui sont un grand pays de départ. Un Philippin sur 10 vit à l'étranger et envoie de l'argent chez lui. Et puis, donc l'Asie du Sud-Est, grande région de migration, mais aussi d'accueil, comme le Japon, la Corée du Sud, Singapour, Hong Kong, etc., Taïwan. Et donc, si on regarde du côté américain, on a un peu les mêmes genres de configuration, c'est-à-dire la crainte des arrivants du Sud, la frontière entre le Mexique et les États-Unis, avec une hispanisation croissante des États du Sud. C'est une sorte de retour à l'histoire, puisque les États du Sud, c'était des colonies espagnoles, qui ensuite sont devenues mexicaines, et qui ensuite ont été gagnées par les États-Unis, tout ce qui est Texas, Arizona, Nouveau-Mexique, Californie. Donc ça se réhispanise, si j'ose dire. Et il y a tout un mouvement aux États-Unis de ce qu'on appelle le nativisme, contre l'hispanisation de ces territoires du sud américain, dans un contexte où le Mexique lui-même aujourd'hui est un pays surtout plus tellement de départ mais un pays de transit. C'est-à-dire que les migrations, il y a aussi un solde migratoire négatif comme la Turquie. Il y a moins de Mexicains qui vont aux États-Unis que de Mexicains des États-Unis qui retournent au Mexique. Parce que le Mexique va mieux, si j'ose dire. Et donc le Mexique est surtout une terre d'accueil pour les gens d'Amérique centrale qui sont ruinés par la production massive de café au Vietnam, on pourra en parler, mais aussi par toutes ces migrations qui viennent de plus loin, donc des régions andines. Et l'Amérique du Sud est surtout une région de migration andine, il y a moins d'Européens et de plus en plus d'Andins qui vont travailler dans les grands pays émergents comme le Brésil et d'autres, comme l'Argentine, le Chili, etc. Donc vous voyez, c'est un phénomène mondial. L'Australie aussi, qui est entourée de pays de grande migration, comme l'Indonésie, et qui accueille de plus en plus difficilement les réfugiés, qui souvent les parquent dans des îles autour, sans jamais leur donner accès au territoire australien. Donc voilà un petit peu une vision un peu mondiale du phénomène, dans un contexte où paradoxalement, dans cette globalisation des migrations, les migrations se sont de plus en plus régionalisées. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les régions du monde que je vous ai présentées, il y a plus de gens qui viennent
de la même région que de gens qui viennent d'ailleurs. Par exemple, si vous prenez l'Amérique du Sud, l'essentiel des migrants en Amérique du Sud sont d'Amérique du Sud. C'est-à-dire c'est les pays andins, le Pérou, la Bolivie, qui migrent vers le Brésil, l'Argentine, le Chili par exemple. Hein. Si vous prenez même les États-Unis, l'essentiel de la migration, aujourd'hui, c'est plus les Européens, c'est le Canada un petit peu, mais surtout la migration mexicaine et centra-américaine. Si vous prenez par exemple l'Europe, l'essentiel des migrations en Europe, c'est des Européens, plus la rive sud de la Méditerranée. Donc c'est un espace euro-méditerranéen. Si vous prenez la Russie, l'essentiel des migrations vient du Sud-Caucase et d'Asie centrale. En Turquie, c'est essentiellement des migrations du Proche-Orient, comme on l'a vu. Si vous prenez l'Afrique, un Africain sur deux migre aujourd'hui en Afrique. Donc il y a beaucoup de migration intérieure. En Asie du Sud-Est, l'essentiel des migrants viennent d'Asie du Sud-Est. Donc le phénomène de régionalisation s'est accéléré parce que on a d'une part une féminisation de la migration. 50% de femmes chez les migrants. Et donc elles vont moins loin souvent. On a des mineurs isolés non accompagnés qui vont moins loin que des hommes qui ont eu le temps d'amasser des ressources pour migrer très loin. On a également des déplacés environnementaux qui sont souvent les plus pauvres. Donc ils ne vont pas loin, ils vont chez eux dans un autre endroit ou dans le pays d'à côté. On a des réfugiés qui vont aussi dans le pays d'à côté parce que souvent ce n'est pas les plus riches et ce n'est pas ceux qui sont appelés des migrants forcés, qui ont le temps de construire un long projet migratoire. Donc tous ces nouveaux profils favorisent la régionalisation des flux. De plus en plus la régionalisation des flux dans un contexte global de mobilité accrue. Et ce contexte, il va se poursuivre. Il va se poursuivre parce que tous les facteurs que je vous ai indiqués sont structurels. Ce n'est pas un phénomène comme ça qui se produit à un moment donné et qu'on va arrêter en 1 ou 2 années. Et d'autre part, parce qu'il y a des tendances lourdes qui montrent que le phénomène est installé dans l'évolution du monde pour l'instant. Parce que l'idéal, ce serait que les gens aient le droit de rester chez eux, mais pour l'instant, ça ne se passe pas comme ça et les gens pensent que l'option migration est une façon de changer de vie, d'améliorer, de sortir des difficultés dans lesquelles ils sont. Et donc, d'une part, l'urbanisation de la planète est un phénomène de croissance de la migration. C'est un phénomène qui touche surtout l'Asie, vous voyez, parce que sans grande originalité, j'ai mis en jaune les capitales asiatiques qui ont plus de 12 millions d'habitants, et puis j'ai mis en brun l'Afrique, j'ai mis en vert, ça ne se voit pas beaucoup, les couleurs de l'Amérique latine, enfin l'Amérique du Nord et du Sud, et en violet l'Europe, au sens large, puisque j'ai inclus Moscou et Istanbul, mais on voit que l'essentiel de la population du monde est en Asie, donc il y a un capital de mobilité à l'échelle mondiale colossal du côté asiatique. Et la ville, c'est souvent le point d'arrivée de la migration interne et le point de départ de la migration internationale. C'est l'endroit où il y a les passeurs, c'est l'endroit où on construit ce projet, très souvent. Donc c'est très important ce phénomène d'urbanisation, c'est aussi plus de scolarisation. Donc, plus les gens sont scolarisés, plus ils refusent le fatalisme des anciens qui consistait à accepter d'être né dans un pays pauvre et mal gouverné et d'y rester toute sa vie. Aujourd'hui, les jeunes, ils refusent ça. Ils disent, moi, je veux migrer parce que je veux changer de vie, parce que chez moi, il n'y a pas d'espoir. Et donc, ça, c'est un phénomène qu'on trouve souvent dans les entretiens quand on rencontre des migrants. Autre phénomène structurel, bon, tout ça, tous ces accords multilatéraux qui favorisent d'abord des formes d'échanges divers, mais aussi, bien sûr, le contrôle des frontières, puisqu'on demande aux pays non européens de contrôler pour nous les frontières aux portes de l'Europe. Les transferts de fonds, c'est plus de 400 milliards de dollars par an, 420 milliards de dollars en 2015, donc c'est colossal, c'est plus que 3 fois l'aide publique au développement. Donc les migrants sont les principaux contributeurs d'aide au développement humain, pas au développement de leur pays. Ils ont peut-être raison, parce que certains pays sont tellement mal gouvernés, ce serait peut-être de l'argent qui serait mal placé. Mais le développement humain, c'est le développement qui permet l'éducation, qui permet toute une série de choses de proximité. Et donc ces migrants sont souvent des contributeurs à travers souvent des structures associatives d'un meilleur développement humain, c'est-à-dire meilleure éducation, meilleure santé, etc., des régions de départ. Et certains pays tiennent à la poursuite de la migration au sud, puisque pour eux c'est une manne en devises considérable. Pensez au Mexique, la Turquie, tous ces pays, le Maroc et beaucoup d'autres,
les Philippines sont très dépendants, la Chine, l'Inde, de l'argent des migrants. Les migrations environnementales sont aussi un facteur puissant de mobilité, puisque aujourd'hui on a 42 millions de migrants en situation de migrants environnementaux, si j'ose dire, même si pour l'instant ils n'ont aucun statut. Mais les experts du climat prévoient 150 à 200 millions à la fin de ce siècle. Ça veut dire qu'on aura beaucoup plus de migrants environnementaux, sans statut pour l'instant, et qui concernent surtout, comme on le voit, le sud de la planète. Hein, le sud on est surtout au-dessus de l'équateur, et donc c'est plutôt des régions quand même assez pauvres, pour des raisons diverses, qui pour certaines sont liées au réchauffement climatique, mais qui pour d'autres sont des facteurs qu'on a toujours connus, mais qu'aujourd'hui on classe dans les catastrophes environnementales, les tremblements de terre, les cyclones, les tornades. Ça fait partie de l'histoire du monde. Hein. Si vous prenez aussi bien l'Arche de Noé que le tremblement de terre que décrit Voltaire pour Lisbonne en 1756, ou le Dust Bowl aux États-Unis dans les années 30 par Steinbeck dans les raisins de la colère, c'était aussi des catastrophes environnementales. Mais là, on voit des choses qui sont plus liées aussi au climat, comme l'élévation du niveau des mers, la désertification, la fonte des glaciers, les inondations, le dégel. Ça, c'est des facteurs directement liés au changement climatique qui, pour certains, pas tous, auront des effets importants en termes de migration. Donc voilà un petit peu le contexte dans lequel on est, le contexte dans lequel est aujourd'hui l'Europe, qui a le sentiment d'être face à une crise, disons, tout à fait inédite dans le contexte des réfugiés, et des pays européens qui ont réagi très durement, si j'ose dire, à cette situation, parce que certains ont voulu fermer leurs frontières, c'est les pays d'Europe de l'Est. On a eu une fracture entre l'Est et l'Ouest de l'Europe dans l'accueil des réfugiés, même si la plupart sont assez peu concernés. Si on prend par exemple la France avait habituellement autour de, ces dernières années, c'était pas habituel, mais avant elle avait 40 000 demandeurs d'asile par an, là on a eu ces dernières années 60 000. Donc 60 000 demandeurs d'asile par an. Là, l'année dernière, elle en a eu 79 000. C'est plus, mais je veux dire, c'est pas colossal, c'est pas un envahissement total. On a l'impression qu'elle a fait un effort considérable quand elle a accepté, comme tous les pays européens de l'Ouest, de réinstaller des gens qui sont arrivés en Grèce pour 30 000 d'entre eux sur 2 ans. 30 000 d'entre eux, on a 36 000 communes, donc sur 2 ans, c'est pas énorme non plus. Hein. Et dans la plupart des cas, d'ailleurs, les gens que l'OFPRA, l'Office des réfugiés, est allé chercher en Allemagne, sont venus très peu nombreux. Hein. Très peu nombreux parce que les Syriens, surtout parce que, bien sûr, il y a du chômage, on n'est pas toujours bien accueillis, etc., mais surtout parce que, pour eux, les Syriens, ils sont plutôt des liens avec les Turcs, et pour eux, la migration, c'est l'Allemagne. Donc, en fait, ça aurait été des Algériens, ils seraient allés en France, mais selon les destinations et les crises, on n'a pas les mêmes migrants, si j'ose dire. Et donc, comme aujourd'hui, c'est la Syrie qui est surtout en crise, eh bien pour eux, la destination essentielle, c'est l'Allemagne. Pour les Afghans, c'est l'Angleterre, etc. Pour des raisons qui sont liées en partie au contexte économique, mais aussi aux liens qu'ils ont avec d'autres migrants de la même nationalité. Et beaucoup de Syriens ont des liens familiaux avec les Turcs, c'était autrefois le même pays, pas l'oublier, et donc pour eux, c'est la destination essentielle. Donc on a reçu peu de Syriens. On ne peut pas dire qu'en France, on soit au cœur de cette crise de l'accueil des réfugiés. Les pays les plus touchés, c'est d'un côté l'Allemagne, et de l'autre côté, les 2 pays d'Europe du Sud qui ont été de plein fouet depuis longtemps touchés par les arrivées, qui sont l'Italie et la Grèce. Hein. L'Italie et la Grèce, tous les jours, il y a des arrivées. À Lampedusa, tous les jours, il y a des bateaux qui arrivent. Il faut enterrer les morts, c'est le quotidien des gens. C'est pareil sur les îles grecques. Et pour ces îles qui vivent du tourisme pour l'essentiel, être obligé d'accueillir des migrants qui peuvent faire fuir éventuellement les touristes, c'est très compliqué. Hein, quand on est une île et qu'on a une capacité hôtelière très limitée. Donc ça, c'est un des dilemmes qu'ont tous les gens des îles de la Méditerranée. C'est vrai aussi à Malte, qui est plus grosse, à Chypre, à Rhodes, où sont arrivés l'été dernier des quantités de gens, et toutes petites îles grecques, dodécanèses, comme on en parle beaucoup, dans le nord de la Grèce, Kos, etc., Mytilène, et puis, bien sûr, Lampedusa et quelques autres points d'arrivée en Sicile. Donc, en fait, là, c'est vraiment les points les plus touchés, si je veux dire. C'est ça, les populations qui ont été vraiment complètement bouleversées dans leur mode de vie par ces nouvelles arrivées. Et puis, bien sûr, l'Allemagne, puisque aujourd'hui, l'Allemagne a reçu plus d'1 million
de personnes au cours de l'année 2015, donc c'est quand même important, alors que les autres pays européens n'ont pas été véritablement bouleversés par la crise des réfugiés. On en parle beaucoup, mais au quotidien, ça peut changer, sauf dans des points d'arrivée, de réinstallation. Puis Calais, faut l'oublier, c'est quand même, on a eu jusqu'à 6000 personnes dormant sous la tente à Calais, et tant qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord avec les Anglais, on a eu un accord en 2006 qui n'a pas donné grand-chose, eh bien, nous faisons la police pour le Royaume-Uni, et nous payons en électeurs du Front National le fait qu'il y ait des gens à Calais. Voilà, et s'il y a un Brexit, ben, la France a dit qu'elle enverrait les gens de Calais au Royaume-Uni. Mais comme je ne pense pas que le Brexit se produise, on va garder les gens de Calais. Donc je vais peut-être m'arrêter là, puis on va peut-être passer à vos questions.